Hey, on se retrouve en ce début d'automne pour l'épisode 3 de la saison 3 de l'entrée des coulisses. Préparez votre boisson chaude, votre plaid, ou débutez votre promenade dans un beau parc plein de belles feuilles mortes, ou encore dégainez votre plumeau pour un brin de ménage. Bref, écoutez cet épisode comme il vous plaît. D'ailleurs, je me demande toujours comment vous écoutez l'entrée des coulisses. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il faudra me raconter. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire autour de ce micro. Oui, extraordinaire. L'équipe au complet de la danse des mots, Guy, Magali, Dominique et moi-même, nous nous sommes réunis pour papoter. D'accord, vous allez me dire, mais papoter de quoi ? Eh bien, de nos spectacles. Vous allez vous installer autour de la table avec nous et entendre des infos sur la compagnie et les deux spectacles, Les Fables de La Fontaine et Des Dames aux états d'âme. Si c'est pas de la coulisse, ça, franchement. Derrière la deuxième porte, nous allons plonger dans l'émerveillement de l'enfance, dans le plaisir pur du jeu et l'intérêt de la découverte pas à pas. C'est Jean-Baptiste Navarrete, un jeune comédien qui s'est construit son chemin tout seul, sans relation, sans piston, au gré de ses rencontres, de ses apprentissages et de ses projets. Vous allez aussi entendre des infos sur la création d'une comédie musicale et surtout sur la question de l'enfant intérieur. Ouais, parce qu'il en a été pas mal question au final. Et ça nous parle à tous. Et derrière la troisième porte et dernière porte des coulisses, comme à son habitude depuis la saison 2 de l'entrée des coulisses, c'est Marion Lorgnier de Théâtre en 1001 lieux qui vous attend pour sa rubrique Tout ou presque. Et cette fois-ci, novembre oblige, avec le jour férié du 11 novembre, jour de l'armistice, Marion nous parlera du théâtre au temps de la guerre 14-18. Allez-y, en coulisses. Il est où mon crayon président? Alors, il est là. Ça, je vais pas pouvoir le garder sur l'enregistrement. Non, mais il y a plein de trucs que je ne garderai pas, mais bon. Ce qu'on peut quand même noter, enfin, ce qui est chouette pour nous, c'est qu'on retrouve le théâtre du temps. Oui. Ouais. On est 3 déjà à avoir joué sur la scène du théâtre du temps, sauf Miss Dominique. Oui. Enfin, j'y suis déjà allée quand je suis allée voir ton spectacle Pink. Ah mais oui, enfin, non, mais j'ai pas lu. Être sur j'ai scène. Pas le plateau, j'ai pas la connaissance du plateau. Voilà. Ça a été notre première scène tous les 3, notre première vraie scène tous les 3. Ouais. Ah, j'ai une pièce rapportée. Mais pas la moindre. Non, pas la moindre. Une jolie pièce. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de retrouver ce théâtre. Moi, j'adore ce théâtre. 10 ans après. Presque une date anniversaire. Ouais. Bon, entre-temps, j'ai quand même joué Pink dessus, un petit peu avant, mais c'était pas en représentation publique, on va dire. Oui, puis c'était pas tous les 3. Et c'était pas tous les 3. C'était pas commun. Donc. Puis c'est un chouette théâtre, un bel endroit et avec une belle équipe. Ouais. Vraiment sympa. Alors, on va donc squatter le théâtre du temps du 20 novembre jusqu'au 4 décembre, 3 dates à chaque fois, pour chaque spectacle. Donc, on va avoir la dernière version des Dames aux états d'âme, normalement, et donc une nouvelle version aussi, du coup, des Fables de La Fontaine. Elles sont toujours de La Fontaine. Hein. Elles sont toujours. Ah, ça change pas du coup, tu gardes. Ça changera pas. Ok. Et un petit peu d'Ésope aussi. Il y a un peu pour quelque chose, oui. Et Socrate aussi, un petit peu. Ok. Alors, ce que j'ai envie de vous poser comme question, Guy, par exemple, est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé cette nouvelle version des Fables ? Oui, parce qu'elle est quand même assez différente de celle qu'on a déjà vue. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, je ne peux plus travailler sur le côté un peu traditionnel des fables telles qu'on peut l'entendre, tout ce qui vient immédiatement à l'idée, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, etc. Je me suis dit, il faut replacer La Fontaine un peu plus dans le contexte de son époque, donc ajouter un peu d'histoire,
l'histoire de sa vie, l'histoire de ses fables, et puis sortir également des fables beaucoup moins connues du public. Que, par exemple, tout le monde connaît le héron, mais personne ne sait que le héron est suivi immédiatement d'une autre fable, qu'en général on évite. Donc voilà un petit peu le genre de démarche, aller vers autre chose. Voilà, et puis surprendre le public également. Et le surprendre, ça veut dire également utiliser des masques, utiliser des artifices divers et variés. J'ai 2 nouveaux masques également. Et puis des surprises que je ne dévoilerai pas ici. Voilà. Okay. Et tout ça nous amène avec de la musique, ce qu'il n'y avait pas avant. Et La Fontaine qui sera là. La Fontaine, je l'ai invité. Est-ce qu'on l'a noté sur l'affiche? J'ai pas l'impression. On a oublié de noter. Présence exceptionnelle. C'est ça la surprise. L'invité surprise. De La Fontaine. L'invité surprise. Invité. Voilà, alors là, je veux dire, on va avoir du monde. Hein. Venez, Monsieur oui. de La Fontaine sera là. Mais alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que, enfin, tout ce que tu dis est intéressant. Merci, Guy, Ceci étant. merci. Mais non, je veux dire. Tu auras un gâteau en plus. D'une manière générale, quand on voit sur une affiche Fable de La Fontaine, ça amène immédiatement le public avec les familles, les enfants, etc. Ouais. Donc là, je joue le jeu, on verra quelle sera un petit peu la... Mais Voilà. on précise bien que Ouais. ta volonté au départ, ce n'est pas un spectacle public jeunesse en Absolument, fait. Hein. ouais. Donc on J'ai- vous précise bien que c'est un spectacle adulte. C'est un en spectacle. fait. C'est pas pour Et- les petits enfants. C'est absolument noté nulle part, c'est Fable de La Fontaine, point. Donc il y aura des surprises. Sachant qu'on sait tous que les fables de La Fontaine, ce n'est pas que joli, que Absolument. doux, que tranquille. Voilà. C'est comme tous les contes. Et la On prochaine a fois, je oublié me que- tournerai vers les textes érotiques de La Fontaine. Voilà. C'est un scoop. Ceci, Non, mais si la compagnie dans mots m'y autorise. je Ah mais vais tu es tout en- autorisé. en la très personne bien. de sa présidente. Parfait. Eh bien voilà. Vous Merci. avez donc Voilà, un scoop, le prochain spectacle de la danse des mots. Ouais, peut-être bien. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tout est possible. Ok, donc ça c'est le premier spectacle. Vous aurez évidemment tous les liens, toutes les indications dans la barre de description pour réserver vos places. Et on vous attend nombreux évidemment. Alors après cette petite page de pub, il y a un deuxième spectacle aussi qui se passe au Théâtre du Temps, c'est des dames aux états d'âme. Et là, sur scène, il y a 2 dames qu'on entend un petit peu moins à ce micro, mais qui sont bien là en fait. Elles existent. Alors Magali, Bonjour. et Domi. Pareil, bonjour également. Voilà, que vous avez déjà un petit peu plus entendu. Alors ce spectacle, ces dames aux états d'âme, elles sont dans quel état ces dames? En chantier. Pour l'instant, oui, en chantier, c'est pas mal vu. C'est un spectacle qui évolue en fait, qui a été amené à évoluer. On l'a joué 2 fois. Ou 3, je ne sais plus, 3 fois, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a quelque chose qui se joue de différent. Voilà, on a le squelette, on a la structure, mais comme c'est un ensemble de textes et qu'il faut lui donner une cohérence, on prend aussi en compte la réception du public, enfin voilà, tout ça. Et du coup, voilà, c'est un spectacle qui à chaque fois évolue. On espère que ce sera la dernière version. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas après Il tout. est en pleine évolution, mais vers un meilleur. Voilà, c'est ça. Vers une forme On tout à espère. fait aboutie. Comment vous avez choisi vos textes? C'est des textes au départ que vous aimiez, je pense. Au départ, Mm. pour ma part, en tout cas, je pense que toi aussi, c'était des coups de cœur. Oui. Des textes que j'ai dans un coin de ma tête depuis longtemps, depuis toujours, que je me redis de temps en temps. Et souviens-toi, quand la première fois que je suis venue... Oui, t'avais fait la lettre. Oui, C'était Tchekhov, non? C'était Ouais, Tchekhov. C'était C'était Tchekhov. Peut-être C'était Tchekhov, cet je sais étrange plus. animal. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Et parce que tu m'avais dit, bon, t'es là, c'est bien, mais Montre-nous ce que tu sais faire. est-ce que tu peux nous montrer quelque chose? Et moi, de but en blanc, Ok. Est-ce que tu sais jongler? Ah, Du théâtre? à Qu'est-ce que part tu une sais fable faire de La Fontaine, oui. Les Le loup et l'agneau. j'adore. Non, les chameaux, moi, c'est les chameaux. Oui. Donc, Oui, je donc vous C'est ça, avais c'est vrai donné que. ce texte que... Et je crois même que c'est ce texte-là, enfin en tout cas c'est cette intervention-là, le jour où on s'est rencontrés. Ouais. Donc du coup le premier jour où tu es venu dans la compagnie, Oui. où je me suis dit c'est quoi cette énergumène, un vrai luciole. Et en même temps elle est géniale. Et je crois que c'est avec ce texte que je me suis dit ah ouais.
Ce serait bien un truc ensemble. Ouais, et t'es venue nous voir. Et je suis venue te voir en te disant un peu sur la pointe des pieds, est-ce qu'éventuellement on pourrait faire un truc ensemble. Et ben voilà. Bah ouais, et voilà. nous y voilà. Et voilà. Et avec un grand bonheur, nous y voilà. Bah nous, ça a été un grand bonheur de t'avoir d'ailleurs dans la compagnie, parce que oui, c'est quand même une petite histoire qu'on peut raconter. Guy, Magali et moi-même, Isabelle, on s'est rencontrés pour la première pièce qui s'appelle Spirale au Théâtre du Temps. Déjà. Et puis, je ne sais plus pourquoi. Que j'avais écrit, mise en scène. Et je ne sais plus pourquoi, à un moment, on s'est dit, ça serait peut-être bien d'avoir un 4e larron. Je crois que c'était ça. On avait envoyé des petites annonces. On avait reçu des réponses qui nous emballaient pas. Et puis, était arrivée cette dame. Et je me souviens que c'était avec Guy. On t'avait reçu, Dominique, dans la première salle de répétition à Antony. Et tu nous avais expliqué très simplement, voilà, moi je suis Dominique, je fais du théâtre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai joué ceci, j'ai joué cela. Et avec Guy, on se regardait, mais waouh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir dans notre toute petite mini compagnie. C'était déjà une dame aux états d'âme, alors. Ouais. Tu dis que c'était une dame, alors. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'elle nous avait foutu les jetons. C'est vous qui m'aviez demandé ce que j'avais fait. J'avais une expérience. Non, mais on s'attendait pas à ce que tu nous sortes tout ça. Nous, on est... Enfin, moi personnellement, tu vois, hyper modeste, on était bluffés, quoi. Et là, c'est vrai que du coup, on se disait waouh. Et puis on s'était dit on va quand même la tester. C'est bien d'avoir dit tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière quand même. Le CV est pas mal rempli, mais enfin bon, c'est peut-être du flan. On va lui demander de faire de dire un texte. Et tu avais donc joué ce texte. C'était donc Je crois que c'était Tchekhov. Il me semble que c'était Tchekhov. Mais tu avais fait aussi la lettre. Après, j'avais lu. J'ai appris que tu t'es mariée. Parce que on s'était mariés. On s'était mariés. Non, on s'est pas mariés. Personne s'est marié ce jour-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça nous avait bien amusé. On avait pas mal ri en t'écoutant faire ce texte-là. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je le connaissais pas, donc c'était drôle. Voilà. Et que dans la compagnie, donc, il y a eu quand même un coup de foudre artistique, au moins, qui est donc Magali et Dominique. Parce que tout de suite, ça a matché. Et votre spectacle-là, des Dames aux états d'âme au Théâtre du Temps, il vient aussi de ça, de cette connexion qu'il y a eu. On n'aurait pas pu le faire de toute façon sans ça. Je pense que c'est pas un spectacle qui se prête à ça. Donc, on n'aurait pas... S'il n'y avait pas la complicité qu'il y a derrière, comme tu disais, un coup de foudre artistique rapide. Hein, le coup de foudre artistique a été rapide, ça a vite dévié vers quelque chose de plus intime. Enfin, pas plus intime, en tout cas plus personnel. C'est une grande amie, voilà. C'est une grande amie. Bien sûr. Et que c'est pas qu'un coup de foudre artistique. Voilà, c'est aussi un coup de foudre de personne à personne avec nos différences. Et malgré tout, notre très grande connivence, très grande complicité. Et voilà, et je crois que c'est ça aussi. Je vais pas te faire une déclaration là comme ça se serait pas. Je te l'ai jamais dit, mais. Non. Et puis en plus, c'est enregistré. C'est enregistré, mais c'est public. Mais j'adore jouer avec toi, même si c'est n'importe quoi, les préparations, même si. C'est vrai que c'est un peu rock'n'roll. C'est un peu rock'n'roll, mais ce qui est bien, c'est que par contre, on est rock'n'roll toutes les deux. C'est ça. Donc c'est ça où on s'est trouvés. Ça pourrait pas fonctionner avec quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une manière de travailler un peu particulière. On attend un peu souvent d'être un peu au pied du mur. Mais alors là, pour le coup, on est d'une efficacité. On ne va pas nous glorifier. Mais en fait, on s'équilibre tous. C'est-à-dire que toutes les deux, vous avez cette façon de travailler. Moi, je serais plus dans la gamme de travail de Guy. Ce qui n'empêche pas l'angoisse et le machin. Bien sûr que non. Les travails de fond en arrière-plan dans la baie. Bien sûr. Mais la réalisation, les mains dans la pâte, elle vient beaucoup plus tardivement pour vous que Guy ou moi, mais en fait, voilà. Mais elle vient, et c'est là l'avantage aussi, c'est que heureusement qu'on a effectivement une même façon de travailler et on est exactement pareil. C'est-à-dire aucune des deux ne s'est modulée à l'autre. C'est-à-dire c'est vraiment l'une et l'autre, on est comme ça. Et ça vient parce qu'on a cette même énergie qui est, du coup, quand on est au pied du mur, d'un seul coup d'y aller, et qui plus est, l'une
amenant vraiment... Et tu vas puiser ce que tout as fait exactement. En arrière-plan derrière depuis longtemps. Et on se répond quand même énormément. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y en a nos séances de travail, même quand elles sont à 2 semaines, ou voilà, il y a une sorte d'émulation qui se crée, qui du coup est dans quelque chose qui se répond très rapidement, et du coup il y a un truc qui s'enclenche très 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 vite, et c'est efficace en fait. Du coup on met du temps, et mettre du temps, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus, ça veut dire que ça mature différemment. Parfois c'est assez rigolo, on a des séances de travail où d'un seul coup, de façon totalement abrupte, ça vient de je sais pas où, on sort exactement la même chose. Au mot près, on a une réaction. On l'a pensé on l'a pensé séparément, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, et au fait je voulais dire un truc, moi aussi, et hop, c'est la même chose. Donc des fois on le dit avec les mêmes mots. Mais ça nous arrive même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que le nombre de fois on dit exactement la même chose au même moment, on est un peu mort de rire, quoi. Donc, mais c'est génial ça, c'est top, sans avoir bu, hein. Même quand on n'a pas bu, on va dire ça. Même quand on n'a pas bu, voilà. Si vous deviez encourager nos auditeurs à prendre leur billet pour aller voir nos spectacles au Théâtre du Temps, comment vous les encourageriez ? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inviter les futurs spectateurs ? Guy, pour les fables par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? J'aurais envie de dire que quelqu'un va monter sur scène pour partager. J'aurais envie de parler du partage. Partager la musicalité des mots de La Fontaine, les vers, et puis je suis un petit peu, même beaucoup amoureux de la langue française, et je suis plutôt un classique, on va dire, et j'ai envie de montrer que on peut revenir aussi à certains textes qui font du bien, et pourquoi pas La Fontaine, puisque La Fontaine c'était le 400e anniversaire de sa naissance il n'y a pas si longtemps, en 2021. Donc, même si c'est l'année Molière, La Fontaine est encore présent. Donc, moi, j'invite le public à venir se replonger dans les fables. C'est très moderne, en plus. Oui, alors voilà. Par ailleurs, en filigrane, c'est pas spécialement nouveau. Tu dis La Fontaine, ça va, je connais, mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'il y a un nouveau spectacle, on peut peut-être l'écouter, on peut l'entendre, bien sûr. Peut-être autre chose, oui. Il y a un effet de surprise que j'essaie de... Et puis, est-ce qu'on les connaît vraiment, en fait ? Parce qu'on connaît les plus connues, celles qu'on apprend à l'école, mais il y en a plein d'autres. Mais est-ce qu'on les écoute véritablement, voilà. En fait ? On les apprend, mais est-ce qu'on les écoute vraiment ? Est-ce qu'on les entend vraiment ? Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est un spectacle qui Alors, ce que j'espère, peut permettre ça. Ce que j'espère, c'est que le public, justement, découvrira ça et cette manière autre de les présenter. Parce que tout en respectant la versification de La Fontaine, en même temps, je sors de ce principe-là pour vraiment interpréter, c'est-à-dire aller chercher au fond de moi ce que veulent dire les mots. Enfin, en tout cas, ce que toi tu ressens, est-ce que tu... ce que je ressens, en tout cas. Ah bah ok, message reçu. Voilà. Et alors, pour aller voir les dames, qu'est-ce qu'on peut dire ? Venez les voir. Il y a 2 dames sur scène. Voilà, l'histoire de 2 dames déjà, et puis peut-être l'histoire de plusieurs dames. L'idée, c'est de rendre les choses un peu... Ça s'adresse pas qu'aux femmes. Oui, déjà. Oui, c'est vrai. Il faut quand même une petite précision. Oui, il faut le C'est-à-dire préciser. que voilà, il y a de l'humour, c'est la découverte de textes, et l'idée c'était aussi de montrer pour le coup des voix de femmes. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, des voix de femmes, et des voix de femmes pareil modernes, des voix de femmes anonymes. Enfin voilà, on va pas tout révéler là, des voix de femmes connues, des voix de femmes plus classiques, mais c'était aussi de montrer que, je sais pas si on doit parler d'amour, mais en tout cas les émotions. Pas l'amour, on va pas utiliser le terme amour parce que voilà. Les émotions, oui. Mais les émotions, en tout cas, quelque part sont universelles et intemporelles, c'est un peu l'idée, et puis moi je sais pas si j'avais un truc à dire. De textes très, non pas historiques, mais de poésie ou des textes qui sont parfois très anciens, Marceline, le luth. Voilà, c'est moyenâgeux, voir l'intemporalité de ces textes, et en plus de ça, dans un contexte
Ce sont pas des textes polémiques. Il est vraiment l'idée, c'est vraiment de voir des émotions différentes qui traversent. Plusieurs lectures quand même. Il y a plusieurs lectures, mais effectivement, c'est encore une fois, c'est comme pour La Fontaine en fait, c'est la modernité, c'est-à-dire qu'on prend des textes qui datent, dont certains du Moyen Âge, et de voir qu'il y a des choses qui ne s'inscrivent dans aucune temporalité en fait, qui sont juste et il suffit pour ça, pas seulement de les lire, parce que quand on lit un texte, on a tendance à le resituer dans son contexte historique et son contexte d'écriture, alors que quand on l'entend et quand on l'interprète, on revient à ce que tu disais, forcément il y a autre chose qui s'entend en fait, il y a autre chose qui vient. Et l'idée, c'est effectivement de voir comment en tout cas, nous, on interprète ça, sachant qu'après, il y a aussi l'interprétation du public qui en fait ce qu'il en veut également et ce qu'il en reçoit. Oui. L'idée, les artistes proposent et le public dispose. Voilà, c'est ça. Ok, donc venez au Théâtre du Temps, qui en plus est un chouette endroit, un très beau théâtre. Voilà. Et si vous êtes gentil, on ira tous boire un verre après. Ouais, si vous nous avez bien applaudi. Mais on ira boire un verre à La Fontaine. C'est très mauvais. On va couper là, ce chose. Au moment où sort cet épisode, La Danse des mots produit donc 2 spectacles, les 2 spectacles dont nous vous avons beaucoup parlé au cours de cette joyeuse discussion. Vous trouverez les liens de réservation dans la description de cet épisode. Et si vous l'écoutez après le 4 décembre, donc après nos dates au Théâtre du Temps, vous pouvez en profiter quand même chez vous. Et oui, parce que les fables de La Fontaine et les dames aux états d'âme peuvent très bien s'adapter à vos salons ou à vos jardins au beau jour. Tout est expliqué dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Il est temps d'ouvrir la 2e porte des coulisses et derrière cette porte nous attend Jean-Baptiste Navarrete. J'ai connu Jean-Baptiste via Instagram. Il postait régulièrement des vidéos d'un spectacle que nous allons évoquer dans l'interview et ça m'a séduite. J'ai eu envie de connaître ce jeune artiste. Alors pour tout vous dire, au départ, l'angle de l'interview partait plutôt sur la comédie musicale et très vite, je me suis laissée porter par le récit de l'éclosion d'un jeune artiste. Jean-Baptiste raconte sa rencontre avec la scène, son choix professionnel tel qu'il a dû l'imposer, le besoin d'écrire ses propres spectacles, souvent sous forme de comédie musicale, et il parle aussi de ses dernières expériences. Vous allez découvrir les coulisses d'un artiste qui témoigne très bien des débuts dans le domaine du spectacle, et aussi de l'enfant intérieur, parce que nous en avons vraiment beaucoup parlé, et cet enfant intérieur, Jean-Baptiste, le porte encore en lui. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Navarrete, j'ai 26 ans et je suis comédien, chanteur et metteur en scène. Alors Jean-Baptiste, pour préparer notre discussion, j'ai fureté un peu partout sur le net à la recherche d'informations et j'ai trouvé une biographie de toi. Et dans cette bio, il est écrit « a fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 6 ans ». Mais alors, comment un petit bonhomme de 6 ans arrive sur scène? Parce que 6 ans, c'est jeune quand même. Est-ce que tu avais un contexte familial qui a favorisé ça? Alors, au contraire, pas du tout. Et c'est là où l'histoire est assez sympa, c'est que en gros, quand on est, quand on est jeune, on a une famille qui nous pousse à faire des activités extrascolaires, etc., sportives généralement. Et là où au sport, j'étais vraiment très mauvais, pour le coup très très mauvais. Et là où j'ai toujours eu un attrait pour la musique, le spectacle, se déguiser étant tout petit. Du coup, mes parents ont décidé de me faire rejoindre une petite troupe très très amateur pour enfants dans le petit village, dans la campagne où je vivais étant plus jeune. Et du coup, ça a commencé comme ça en fait. J'étais un peu
J'aimais bien faire le clown étant petit. Mon frère m'avait appris un petit morceau d'harmonica, etc. Donc en fait, c'était tout simplement le fait de mettre les pieds sur scène, de jouer un peu de musique et un peu plus tard, ouais, de rejoindre un petit spectacle fait pour et par les enfants qui habitaient dans ce coin-là. Donc ouais, 6 ans, c'est jeune, mais voilà, c'est dans ce genre de contexte-là que j'ai commencé à aborder la scène, ouais, carrément. D'accord, donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que dans ce cours amateur, tu jouais donc la comédie, mais est-ce que tu chantais déjà ? Je chantais un petit peu, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. D'ailleurs, je savais même pas trop ce que je faisais là. Ça m'amusait plus qu'autre chose. À cet âge-là, on vient plus pour s'amuser. Quand le moment est pas désagréable, on reste aussi parce qu'on se fait des amis, etc. Mais non, c'est venu un peu plus tard quand même. Le chant, ça a été beaucoup plus la comédie au départ. C'était une petite association locale qui écrivait des petits spectacles à présenter aux familles, etc. Et du coup, il y avait l'aspect vraiment comédie qui prenait le pas, contrairement à la musique et au chant. Oui, tu étais juste dans le pur plaisir du jeu, quoi. C'est ça. Alors, j'ai noté aussi dans ton parcours artistique que très vite, tu as abordé la comédie musicale. Alors, pourquoi ce choix ? Ou est-ce que c'était simplement une opportunité comme ça sur ton chemin ? Alors ça a été, on va dire que ça a été plus une occasion en fait. J'ai pas suivi de formation à proprement parler. J'ai toujours eu, pour moi en tout cas, la chance de pouvoir aller de projet en projet et de compagnie en compagnie. Et du coup, ça s'est présenté un peu comme ça avec un spectacle pour lequel on m'avait contacté, je crois. C'était, je devais être au collège à l'époque. Ça devait être une fin de collège pour moi. Et on était venu, me contacter pour me proposer de rejoindre une troupe qui faisait des spectacles musicaux amateurs. Dans lequel il m'avait vu jouer un petit truc de fin d'année. Il m'avait dit, ce serait peut-être bien que tu essayes un truc chez nous. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu par le hasard de personnes qui m'ont vu et qui se sont dit pourquoi pas essayer de travailler ensemble et du coup de se retrouver dans ce milieu qui était un milieu très amateur de comédie musicale, de spectacles musicaux, à essayer de créer des choses, se former, découvrir, il y avait rien d'acté et c'était vraiment une porte ouverte pour découvrir ce milieu-là que je connaissais pas. D'accord. Donc, tu as appris vraiment sur scène. Tu as beaucoup appris en direct sur scène en te jetant dans le jeu, quoi. C'est ça. En fait, le parcours est hyper autodidacte et je suis assez content de ça quand même. Même si de temps en temps, je pense que ça peut créer des manquements sur beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose de très spontané. C'est un peu c'est un peu la vie qui nous parachute à certains endroits. De manière stratégique ou pas, on sait pas. Mais en tout cas, oui, je me suis beaucoup retrouvé à apprendre en direct sur place avec les gens qui m'entouraient, avec leur niveau, leurs expériences aussi et tout ce qu'ils avaient à me transmettre parce que ça c'est hyper important. Donc oui, ça s'est beaucoup fait comme ça, oui. Alors justement, tu parles des gens avec qui tu as appris. Est-ce qu'il y en a une particulièrement que tu gardes en mémoire qui t'a appris particulièrement des choses ? Je sais pas s'il y aurait une personne en particulier parce que je crois que quand on parcourt ce chemin-là un petit peu de l'apprentissage et puis de découvrir un peu par soi-même, etc. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre, entre grands guillemets bien sûr, mais on rencontre sur notre chemin beaucoup de gens qui ont une expertise très différente des choses et qui vont nous transmettre des choses qui sont importantes pour elles, qu'on va prendre en tant que telles, mais avec lesquelles nous ensuite on essaye de se dépatouiller un peu pour trouver quel est le sens qu'on a envie de lui donner. Donc j'ai pas une personne en particulier à laquelle je vais penser, mais vraiment une multitude de gens avec des horizons très différents, avec des idées très différentes.
un art très différent aussi. Je crois que c'est ça qui est important. C'est que toutes ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, que j'espère rencontrer encore, mais avaient vraiment cette idée de leur art et de leur métier très différente. Et ce qui est super quand on a envie de se faire un avis sur les choses, de ne pas penser que voilà, ces personnes uniques, comme tu me posais la question, ne sont pas un exemple de ce qui est à suivre, et ce n'est pas une vérité de ce métier, de l'art, etc. Mais que c'est voilà une interprétation la leur, et que dedans on vient un petit peu piocher pour trouver la nôtre. Mais finalement, toute cette expérience très jeune, toutes ces rencontres, finalement, j'ai l'impression que chez toi, ça a touché quelque chose de très personnel. Parce que tu aurais très bien pu débuter dans cette petite association et ne pas continuer, que ça ne te plaise pas suffisamment pour allumer cette petite étincelle. Or, j'ai l'impression que cette activité un peu fortuite au départ a allumé chez toi une véritable passion. C'est ça en fait, il y a vraiment eu l'étincelle et je crois que le terme il est hyper juste. Et je m'en souviendrai, je crois que je m'en souviendrai toujours de cet instant-là précisément, où c'était sur justement cette petite association amateur. Je devais avoir 6-7 ans et on avait un spectacle comique. C'était un spectacle assez drôle, je crois, où j'interprétais un tout petit rôle, un second rôle, assez déguisé, j'étais assez déguisé et on jouait évidemment devant nos familles. Enfin, il y avait pas, c'était pas des grandes salles, etc. C'est des petites salles des fêtes et tout. Et je me souviendrai toujours je pense, d'une blague que je n'avais pas compris parce que on apprend un peu mécaniquement les choses. On nous dit, vous faites du théâtre, vous apprenez le texte par cœur et vous le dites de telle manière. Et quand on est tout petit, je crois qu'on se rend pas bien compte. Et en fait, c'est cette sensation le jour du spectacle d'être monté sur cette scène avec ces projecteurs qui nous aveuglent fort, et on comprend pas pourquoi. On a envie de leur demander de baisser, mais on comprend pas pourquoi il faudrait subir ça. Mais en donnant ce texte-là, les gens ont ri. Et en fait, et je crois que ça a été ce moment-là qui a été ce moment suspendu où dans ma tête, il y a eu c'est comme une explosion, comme une étincelle. Le temps s'est un peu figé et je me suis dit à ce moment-là, je veux faire ça de ma vie. Et je ne voudrais faire rien d'autre que d'être à cet endroit-là et de ressentir à nouveau cette sensation de faire rire comme ça, en interprétant un personnage qui est tellement loin de nous. Et ça, je crois que cette sensation, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle est aujourd'hui tellement limpide encore pour moi, alors que j'étais très jeune. Je crois que le départ vient de ça, ouais. Comment a réagi ta famille alors ? Parce que souvent les parents veulent que leurs enfants suivent une carrière sérieuse. Comment ont-ils réagi ? Parce que saltimbanque, ça le fait pas, c'est pas rassurant. Non, ça n'a pas été simple. En fait, il y a eu plusieurs phases. Les phases se sont déroulées en fonction de l'âge que j'avais. Mais si bien que étant tout petit, ça les amusait parce que c'était j'imagine attendrissant de voir son enfant faire ça. C'était sympa et puis bon le côté je veux faire ça plus tard, oui mon fils, et puis bon on en reparlera, puis tu vas grandir, etc. Donc il y avait pas vraiment d'urgence à ça. Et puis ensuite on passe l'école primaire, on passe le collège, et puis sur les petites fiches où on nous demande ce qu'on veut faire comme métier plus tard, comédien, ça commence à vachement ressortir. Et ça commence à plus trop rassurer mes parents, mais qui se disent encore, il y a encore un peu de temps, on peut jouer la montre, si je puis dire. Et puis voilà. Et ensuite le lycée arrive. Et là, ça les fait plus rire du tout parce que c'est que ça commence à devenir. Donc pendant toute cette période, je n'arrête jamais. Je continue à faire, à rejoindre des troupes et faire des petits spectacles et tout. Mais je vois que ça commence à devenir très sérieux pour moi et surtout dans leurs yeux. Et forcément, l'inquiétude naît beaucoup chez eux, je crois.
Et là où on commence plus à me dire on a le temps, mais plus à essayer de me dissuader en me demandant de faire des choix qui seront plus de l'ordre du plan B, de la sécurité, enfin voilà, ce sont des choses qu'on entend souvent. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, ouais, ça a été difficile. Ça a été très 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 difficile parce que voilà, deux visions de vie totalement différentes. Et j'avais goûté à ça, je voulais pas faire autre chose. Et j'acceptais pas en fait qu'on puisse faire quelque chose d'autre qui nous plaise pas du tout pour s'assurer une sécurité. Et je ne comprenais pas ça en fait. Et j'étais très révolté qu'on comprenne pas que j'avais surtout une envie qui surpassait tout le reste. Et j'avais l'impression de pas être entendu, sûrement une crise d'adolescence, mais en tout cas voilà qui a vraiment concerné ce sujet-là, ouais. Carrément. Bon, mais depuis, ils ont changé d'avis, je suppose. Alors voilà, depuis, évidemment, il y a eu beaucoup de conditions. Je pourrais raconter que mon père m'avait passé un contrat un peu tacite en me disant que à l'issue du lycée, j'aurais loisir de choisir ma formation et ce que j'allais faire, à condition que j'arrive à obtenir un bac scientifique avec mention. Gros enjeu. Ouais, gros enjeu, ouais. Gros enjeu, et j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de distance et ça me fait vraiment beaucoup rire parce que par fierté j'ai été le chercher et ça a marché. Donc voilà, je voulais vraiment faire ça. Et bon, si c'était le prix à payer, voilà, tu l'as payé. Voilà, quoi. c'était ça. C'était exactement pour dire ça, c'est que si c'était le prix qu'il fallait payer, j'étais prêt à le faire et c'était bien aussi, ça permettait de savoir où était la volonté, où était l'effort à faire et pour ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, et ça a commencé à fonctionner un peu. Enfin en tout cas j'ai fait des choses qui m'ont permis de commencer à en vivre un peu plus tard. Et oui, ils ont été tout de suite rassurés. Et aujourd'hui, ce sont mes plus grands supporters et ce sont, je vais même le dire, ce sont mes managers. Ce sont mes managers. Ils savent tout. Ils sont derrière chacun des projets que j'entreprends, etc. Donc Alors, j'ai vu aussi que tu cumulais plusieurs casquettes. Acteur, metteur en scène, compositeur, chanteur. Tu as créé 2 spectacles musicaux que tu as écrits, mis en scène et joués. Il y a Le rêve d'Oliver, qui est inspiré d'Oliver Twist, et Toy Story, un clin d'œil sans aucun doute à Toy Story. D'où te vient ton inspiration pour écrire des spectacles? Parce que dans ces 2 exemples, on voit que tu allais piocher dans les œuvres classiques, l'autre plus dans la culture pop. D'où te vient ton envie d'écrire? En fait, l'envie... alors, il y a plusieurs réponses là-dedans. Déjà, l'inspiration, elle vient d'univers dans lesquels j'ai toujours été bercé étant tout jeune. L'univers Disney, c'était l'époque où tous les films de Disney sortaient sur VHS et où les enfants commençaient à rester pas mal de temps devant les écrans et du coup, enfin voilà, il y a vraiment cette inspiration là de Disney qui était très forte, cette manière de raconter des histoires en chantant avec voilà tout cet univers magique, mais avec quand même beaucoup de musique et de chansons. C'est voilà quelque chose qui m'a, je pense, marqué pendant mon enfance et qui indéniablement m'a construit. Donc aujourd'hui, voilà, cette volonté de créer, j'aime créer de manière musicale, écrire de manière musicale, le sens du rythme, etc. s'y prête vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. Oui, ça a toujours été, je crois, cette source d'inspiration. Vouloir raconter des histoires avec des histoires un petit peu détournées, faire rêver et avoir le côté aussi
positif, dans le sens où je crois que ces histoires-là, elles donnent toujours, alors bien sûr avec leur époque qui leur est propre, mais elles ont toujours un côté très positif, une morale, quelque chose qui va vers de l'espérance et pas de la déconstruction du quelque chose de trop fataliste. Et je crois que c'est quelque chose qui me plaît de faire ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de défendre, l'optimisme et travailler pour ça. Donc voilà, pour répondre à la question de l'inspiration, oui, je crois que ça m'a vraiment marqué dans ce sens-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'à un moment tu avais envie d'exprimer ton propre univers et pour pouvoir jouer aussi? C'est exactement ça. L'envie d'écrire, elle est venue de cette volonté de faire aussi un peu les choses par moi-même. J'avais envie de m'exprimer sur beaucoup de sujets qui me sont très chers. Et j'ai été confronté très vite à un problème, c'est que quelqu'un qui arrive un peu de nulle part dans ce milieu-là, qui n'a pas des amis, qui travaillent déjà beaucoup dans ce métier, qui n'a pas d'accès plutôt facile, on va dire, pour faire les choses, est confronté à un problème en fait qui est celui de je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas d'expertise. La seule solution qui me reste, c'est soit d'avoir des fonds considérables pour pouvoir employer des gens pour le faire à ma place, soit c'est d'apprendre à le faire. Évidemment, on se retourne tous vers cette solution-là, qui est d'apprendre à le faire pour la plupart. Et du coup, ouais, cette envie d'écrire, elle est venue d'abord d'un manquement en fait d'entourage en tant qu'auteur. Et où j'ai un très bon ami avec qui je travaille aujourd'hui beaucoup, qui s'appelle Nicolas Garcia, qui est un très très bon auteur et qui m'a vraiment poussé à ça, qui m'a dit j'ai pas envie de t'écrire une pièce que tu sauras entre guillemets mieux raconter que moi. Par contre, j'accepte de bien vouloir t'apprendre certains rouages de l'écriture et de fil en aiguille, en fait, je me suis vraiment rendu compte que rien n'était infaisable et que écrire aussi bien que composer, c'est la même histoire, étaient des choses qui pouvaient s'apprendre avec beaucoup de détermination, beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Enfin voilà, c'est beaucoup de sacrifices aussi, mais c'est pas infaisable. Et que à partir du moment où on a cette idée naissance, cette envie de créer un spectacle, cette envie de raconter une histoire telle qu'on l'entend nous avec notre ressenti et ce qu'on a dans notre ventre, y a rien de tel que d'apprendre à le faire pour pouvoir avoir cette sensation et cette satisfaction d'atteindre ce qu'on voulait raconter en fait. Je pense que ça vient de là. Et justement la forme que tu as choisie, enfin dans tes propres compositions, la forme que tu as choisie, c'est la forme de la comédie musicale. Et moi, je me suis posé la question: comment on construit une comédie musicale? Parce que, en tant que spectateur, on voit cette alternance entre l'histoire et les chansons, et tout paraît si fluide, si cohérent, si évident. Mais en coulisses, comment on organise cette alternance-là? Ouais, bien sûr. En fait, je pense pas qu'il y ait de manière type de faire les choses. Je crois que c'est quelque chose qui appartient vraiment à chacun. Et du coup, je pourrais pas donner de mode d'emploi de la façon de faire. C'est que on va dire que ma manière de procéder jusqu'à maintenant, ça a été d'être dans une continuité. En fait, comme tu le disais, il y a cette impression que les transitions sont très fluides. Et je crois que quand on écrit quelque chose, on arrive de temps en temps à des moments où les mots, par des scènes jouées, sont plus suffisants pour pouvoir raconter certaines choses. Où on a envie que une ligne de mince, pardon. Où on a envie en fait qu'un axe de lecture à un moment donné soit porté par autre chose que du jeu et soit ponctué par de la musique et généralement, on a des choses un peu simples qui fonctionnent toujours, mais c'est que la musique commencera toujours avant que la chanson commence. Il y a une distinction entre les deux et du coup, le comédien joue, puis la musique apparaît, il continue à jouer et puis ensuite, la musique est déjà présente depuis un petit moment pour qu'on s'y habitue et enfin, il se met à changer du jeu pour le chant. Et il y a ces transitions un peu fluides qui permettent, je pense, de faire ça Et quand en plus on veut y donner du sens parce que à un moment le parler n'est plus suffisant et qu'on considère que chanter va venir vraiment, je sais pas, sublimer un propos ou ce genre de choses, je crois que c'est là, voilà, où on atteint cette construction d'alternance entre jeu et chant.
Voilà, je pense, en tout cas dans les choses que j'ai pu faire moi, il y a vraiment ces moments où les personnages ont besoin de plus que d'en parler. Ils ont besoin à un moment d'évacuer quelque chose qui va au-delà d'une conversation, soit avec le public, soit avec un autre personnage. Ils ont besoin de crier, mais comme ils peuvent pas crier, alors ils chantent. C'est un cri qui suit une partition, mais c'est un peu l'image que je pourrais y donner, ouais. Jean-Baptiste, tu as joué aussi du théâtre, on va dire du théâtre classique, pas comédie musicale. Est-ce que c'est pour toi une manière de varier les plaisirs de la scène ? Alors disons que je viens à l'origine, on va dire que dans mes préférences, je viens plus du théâtre en fait. Théâtre classique ou non, mais en tout cas, c'était vraiment mon envie de base et que un peu de manière pas hasardeuse, mais on va dire que par la force des choses, j'ai toujours fait presque beaucoup plus de comédie musicale ou de spectacles musicaux que de spectacles théâtrales. Et c'est assez drôle. Mais du coup, oui, théâtre, bien sûr que j'aime en faire. Théâtre classique, puisqu'on en parlait, c'est quelque chose qui est un exercice tellement intéressant, qui est tellement différent de ce qu'on peut faire et voir aujourd'hui. Et non, ouais, c'est quelque chose que je trouve hyper important à aborder à un moment dans son parcours, parce qu'il y a des bornes, il y a beaucoup de lois tacites, elles aussi à respecter et qui font partie de l'héritage de ces écrits, de ces pièces-là, et c'est important de s'y confronter, je crois, pour comprendre d'où vient l'art qu'on fait depuis toujours, d'où ça vient, pourquoi ça a été pensé comme ça, pourquoi ça a été écrit comme ça, et voilà, et de voir que les mœurs de nos sociétés actuelles changent, mais que là on essaye de redonner de la crédibilité à des choses qu'on pourrait pas du tout comprendre aujourd'hui, mais qui sont remises à jour, évidemment, qui sont pas si différentes que ça, mais qui sont remises à jour. Donc ouais, théâtre classique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de passer par la compagnie dramatique L'Équipe, sur une mise en scène de Daniel Lavaux, qui pour le coup est un comédien et metteur en scène extraordinaire que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a fait découvrir le théâtre d'Eugène Labiche, et voilà, on est dans de la comédie classique qui est très borné, dans quelque chose de le mot classique par excellence, et du coup j'ai beaucoup appris à ses côtés dans ce registre-là. En septembre dernier, tu étais à l'affiche d'un grand spectacle. Tu étais à l'affiche de la comédie musicale Le Roi Lion à Disneyland Paris. Quel rôle tenais-tu ? Ouais, j'ai la chance d'interpréter le rôle de Timon, le célèbre binôme de Timon et Pumba, le suricate et le phacochère. Je suppose que pour toi, ça a dû être une grande fierté. C'est qu'on a l'impression à un moment donné d'être dans la cour des grands, de jouer avec des gens qui ont un très 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 haut niveau, et surtout une première grande expérience de la sorte, dans le sens où ça changeait du côté un peu autoproduction que j'avais depuis plusieurs années, et voilà, duquel je me plains absolument pas, mais il y avait un vrai changement, du coup, un vrai passage de l'un à l'autre, et ça s'est fait de manière très rapide et très brutale, et il faut s'adapter, il faut apprendre, découvrir. Donc oui, ça a été une grande fierté pour moi, qui comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers Disney, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours aimé. C'était un film, pour le coup, Le Roi Lion, que je pense que j'ai dû regarder à peu près 1000 fois étant petit. Donc ouais, il y a cette espèce de petite étoile, il y a quelque chose qui est un peu sympathique à se dire que finalement ça nous a mené jusqu'ici, et qu'on a la chance, que j'ai la chance de pouvoir jouer ce rôle-là, à l'endroit où en plus tout commence, à l'endroit où la magie règne. Non, c'est super. Ça pour le coup, c'est vraiment super. Alors, le soir de la toute première représentation, avec tous ces gens dans la salle, et toi derrière le rideau avec tes autres compagnons, je suppose que tu as dû ressentir un trac monstrueux, non ? Comment tu as vécu ce moment, toi ? J'étais assez avec le trac, évidemment, avec beaucoup de trac, parce que c'est quelque chose de grand qui nous arrive, c'est quelque chose de fort, et que on a travaillé beaucoup pour ça.
Et du coup, je saurais pas décrire l'exactitude de mon état à ce moment-là précis. Je crois que je me suis pas trop posé de questions, tout étant dans une continuité tellement, enfin voilà, on a quelque chose de tellement rapide et de tellement éprouvant, de tellement fort, avec une quantité de travail derrière qui est énorme aussi. À ce moment-là, on se pose pas de questions puisque finalement, c'est presque la chose la plus simple qu'on ait à faire. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est que voilà, le travail et le côté difficile du travail était passé et que là, le résultat, c'était quand même la finalité de ce premier travail, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, non, c'était loin d'être le plus difficile, je crois. Alors pour conclure cette discussion, Jean-Baptiste, ce que j'ai envie de te dire, et peut-être vas-tu me contredire d'ailleurs, mais ce que je perçois, c'est que ton métier te permet de garder vivant et actif ton enfant intérieur. Est-ce que je me trompe ? Complètement juste. Complètement juste. Oui, c'est indéniablement oui, pour plein de raisons. C'est que je vais pas dire que la vie d'adulte c'est monotone et morose, parce que on a plein de belles choses à apprendre aussi de l'expérience, de l'âge, etc. Donc c'est pas tellement pour ce côté-là, mais c'est plus pour on va dire l'innocence du rêve que ça nous procure depuis tout petit. On s'invente des histoires. Je crois qu'on peut se permettre dans ce métier-là, et peut-être dans beaucoup d'autres aussi, mais en tout cas dans celui-là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir décider à un moment de qui on veut être, l'espace d'un petit instant, ce qui nous définit pas nous en tant que personne singulière une fois que le costume est rependu, mais en tout cas c'est ouais, je crois qu'il y a ça, il y a ce côté où on adore jouer quand on est enfant et on le fait plus d'un seul coup, on arrête. On arrête de jouer, on arrête parce que on devient pudique en vieillissant, et ça je trouve ça dommage. On passe à côté de plein de choses, on réfute beaucoup ses émotions, on réfute beaucoup ses sensations en grandissant, et quand on est enfant, ça n'arrive pas parce qu'on sait pas le faire, et du coup dans cette innocence là, il y a quelque chose d'hyper essentiel, je crois, mais dans n'importe quel être humain, hein, mais ça c'est ce qui me motive, ouais. Ne pas cet enfant que j'ai à l'intérieur de moi, je veux pas le faire taire. Je trouve qu'il a raison d'exister et il faut l'écouter. Il faut aussi lui apprendre des choses, mais il faut l'écouter, c'est important, ouais. Eh bien, ce sont de très très jolies paroles que je partage, parce que c'est tellement important de garder son enfant intérieur. Et merci à toi, Jean-Baptiste, d'avoir su nous parler aussi bien de ce cheminement, de cette éclosion, de cette étincelle que tu sais faire vivre en toi. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi te dire que cette opportunité d'avoir pu jouer dans cette comédie musicale Le Roi Lion te correspond bien, en fait. C'est clair, c'est une manière très belle, je trouve, pas de ponctuer, parce que j'espère que voilà, ça va pas s'arrêter, mais que voilà, de ces rêves un peu qu'on a enfant, d'avoir des objectifs, même s'ils sont très très loin, s'ils sont difficiles à atteindre, qu'on n'a aucune idée de comment les atteindre. Il y a des choses qui se passent, il y a des rouages qui se mettent en marche, et que en faisant les bons choix ou parfois les mauvais, mais il y a toujours quelque chose, voilà, qui nous emmène qui nous emmène peut-être petit à petit vers cet objectif-là. Il faut jamais, je pense qu'il faut jamais arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime tellement écrire, que j'aime tellement composer et chanter. Le faut jamais cesser jamais cesser d'y croire. Et c'est vrai. Merci à toi, Jean-Baptiste, d'avoir su nous parler de ça aussi joliment. Ben merci à toi pour ton invitation. En tout cas, j'étais super content de partager ça et de pouvoir parler de tout ça avec toi, de voir toutes les recherches que tu as pu faire aussi. C'est assez drôle et non, c'est intéressant comme exercice. J'ai beaucoup aimé.
Vous pouvez retrouver Jean-Baptiste Navarrete sur scène dans les spectacles Troy Story, Naturia, Le rêve d'Oliver. Plusieurs dates sont programmées entre novembre 2022 et septembre 2023. Je vous invite à consulter la description de l'épisode. Et tout de suite, je vous invite à retrouver derrière la troisième et dernière porte Marion Lorgnay avec sa rubrique Tout ou presque. Cette fois-ci, elle nous emmène au temps de la guerre 14-18 et elle va nous parler bien évidemment du théâtre à cette époque. Verdun, le 18 octobre 1916. Le jeune soldat Charles Guinan écrit à sa femme. Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier au soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. Et j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie, à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit tirer, avancer et courir. Les cadavres tombent, criant de douleur. C'est tellement difficile de penser à tout que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée Boche, un éclat d'obus vient s'ancrer dans ma cuisse. Je pousse un grand hurlement de douleur et tombe au sol. Plus tard, les médecins et infirmières viennent me chercher pour m'emmener à l'hôpital, aménagé dans une ancienne église bombardée. L'hôpital est surchargé. Il y a 20 blessés pour un médecin. On m'a allongé sur un lit et depuis, j'attends les soins. Embrasse tendrement les gosses. Je t'aime. Ton Charles. Aujourd'hui, en ce mois anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, je voulais vous partager un aspect méconnu de la vie des tranchées. Confrontés à la violence de la guerre et à l'horreur des tranchées, les poilus de 14-18 doivent aussi affronter de longues heures de temps mort loin de leurs proches. Le conflit s'éternise et use considérablement le moral des troupes. Les autorités militaires décident alors de leur offrir plus de divertissement. Le théâtre fait ainsi son entrée dans les tranchées et les hôpitaux. Le théâtre aux armées voit le jour en 1916, grâce à l'initiative de 2 civils, Émile Fabre, administrateur de la Comédie Française, et Alphonse Séché. L'idée générale est d'organiser des tournées de spectacles dans les zones armées pour soutenir les soldats et leur changer les idées. La première représentation a lieu le 9 février 1916 pour les troupes coloniales stationnées dans le village de Croc, au nord de Beauvais. Cette aventure du théâtre aux armées entraîne plus de 300 comédiens sur le front, qui donne au total plus de 1200 représentations. Tous les artistes sont volontaires, et de grands noms se mêlent aux inconnus, tel celui de Sarah Bernard. Les représentations de Sarah Bernard devant les poilus finissent en apothéose par le cri de Sarah criant « Aux armes !» qu'elle fit aussitôt suivre par la Marseillaise. Elle crée aussi une nouvelle pièce nommée du Théâtre au champ d'honneur, dans laquelle elle tient le rôle d'un soldat gravement blessé qui cherche un endroit où cacher le drapeau de son bataillon pour le grandir dans un dernier geste héroïque juste avant de mourir. La vieille dame amputée apporte ainsi un peu de sa force aux soldats et soulève leur patriotisme. Au départ, les conditions de représentation sont difficiles et le matériel est limité. Les artistes acceptent de se soumettre aux règlements militaires très stricts et les spectacles sont souvent improvisés avec les moyens du bord. De simples tréteaux sont utilisés pour faire office de scène, un rideau de fortune est accroché à quelques planches. Plus tard, grâce à l'intervention d'un peintre militaire nommé Georges Cotte, les artistes bénéficieront d'un théâtre ambulant. Facile à démonter et à déplacer, il offre la possibilité de jouer dans les cantonnements, mais aussi dans les hôpitaux. Le théâtre devient alors ambulant, et pour beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale, cela est une vraie bouffée d'air frais dans l'air vicié des tranchées. L'armistice ne sonne pas l'arrêt des représentations, qui vont se poursuivre jusqu'en 1919 dans les hôpitaux où attendent de nombreux blessés, notamment des gueules cassées. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de la place du théâtre dans les tranchées en 14-18. À
Alors maintenant que vous avez terminé votre boisson chaude, que votre promenade se termine, ou que votre maison est toute propre, ou que sais-je encore, je vous invite à nous laisser une étoile, une note ou même un avis positif sur votre plateforme d'écoute favorite. Au-delà du fait que cela nous fasse plaisir, cela aide énormément le podcast à se faire connaître, à grandir et à être mieux référencé. Qui êtes-vous, vous qui nous écoutez? Alors si vous nous laissez une petite trace de votre passage, ça sera vraiment encourageant, ça nous fera beaucoup de bien au moral et au cœur, d'accord? Nous, on se retrouve en décembre pour un nouvel épisode, ou bien, si c'est la bonne temporalité au moment où vous écoutez cet épisode, on peut se retrouver au Théâtre du Temps pour les spectacles Les Fables de La Fontaine ou Les Dames aux états d'âme. Si vous venez, n'hésitez pas à venir nous parler, ça nous fera super plaisir de vous rencontrer en vrai. Allez-y, on referme les coulisses.